parlant ça, le dropshipping, c'est le truc le plus... Toi, t'es déter, la seule limite qui est en toi, c'est ton premier million, c'est... J'ai dit, je vais démissionner de mon taf pour avoir des résultats. Là, je me suis transformé en machine de guerre. Alright, bienvenue dans la Pause Café, le seul podcast fait par des infopreneurs, pour des infopreneurs. Et pour ce premier épisode, on est avec Mohamed K, monsieur Hook Double Hook, monsieur on te fait ton site pour 46 €. C'est des punchlines qui marquent. En tout cas, je pense pas être le seul. Mohamed, comment tu vas? Je vais très bien, merci à toi. Ça va, super. T'es le premier guest de ce podcast et j'aimerais installer une routine, une question par laquelle je vais tout le temps commencer pour poser le décor avant de rentrer dans les présentations, etc. Et cette question, c'était quoi ta dernière plus grosse réussite? Ma dernière plus grosse réussite en tant qu'entrepreneur. C'est ça. En tant qu'entrepreneur, ma dernière plus grosse réussite, je pense que c'est d'être passé de solopreneur à réellement entrepreneur avec une équipe, apprendre à déléguer, etc. Je pense que ça, c'est ma dernière plus grosse réussite, ça. Parce qu'elle est récente. Elle est récente et elle change énormément de choses dans un business. Et quand je dis énormément de choses, je pense que c'est le jour et la nuit. Et je l'ai senti, ouais. Je l'ai senti. Donc ça, c'est ma dernière plus grosse réussite. Intéressant. Et est-ce que tu pourrais maintenant te présenter un peu pour les personnes qui te connaissent pas forcément et pour poser vraiment le cadre et apporter vraiment du contexte sur qui est Mohamed K. Alors, Mohamed K, entrepreneur, un infopreneur. Je me suis lancé dans les business en ligne il y a quoi 6 ans maintenant, je crois. C'était en 2025, je me suis lancé en 2019. Et j'ai une histoire un peu particulière parce que je me suis lancé dans les business en ligne, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, ce qui est assez rare, on va dire. Et en plus de m'être lancé à l'âge de 30 ans, et ben, la manière dans laquelle je me suis lancé, c'est que j'ai quitté mon job du jour au lendemain pour mettre à fond dans les business en ligne. Et donc, c'est pour ça que cette histoire, entre guillemets, a marqué sur les réseaux. Parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver, entre guillemets, en mon histoire, ou bien en l'envie d'accomplir la même chose. Et donc, aujourd'hui, je crée du contenu également sur les réseaux sociaux pour tout simplement partager mon histoire et motiver un maximum de personnes. J'ai lancé plusieurs business au cours de ces 6 dernières années, beaucoup, dans l'objectif, premièrement, de me trouver un peu. J'aime bien dire ça, me trouver, parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on a un profil comme le mien et qu'on touche un peu à tout, eh ben, on a l'envie un peu de tout faire, on a envie de toucher à tout, on a envie de prendre de l'argent dans tout. Donc, j'ai pris le temps de regarder un peu les choses qui me plaisaient, les choses dans lesquelles il y avait plus d'argent à gagner, d'autres moins. Et tout au cours des choses que j'apprenais, eh ben, j'ai décidé de retransmettre également et de créer du contenu et de la valeur pour retransmettre au fil du temps. Donc, au fil du temps, j'ai lancé plusieurs business, agences, sites e-commerce, différentes sortes d'agences, hein, c'est important. Site e-commerce, brand, accompagnement. J'ai créé une académie. J'ai fait pas mal de choses. Toutes ne sont pas restées, mais j'ai créé pas mal de choses. Et donc, pour dire aujourd'hui, ce que je fais concrètement, c'est que j'ai une académie, la Just Focus Academy, qui vise à aider un maximum de débutants à pouvoir se lancer dans les business en ligne, d'accord? C'est vraiment niché pour des débutants qui ont du mal, qui savent pas par où commencer, qui ont besoin de ce premier coup de pouce pour se lancer. Et à côté, une agence Paye Plus Média qui vise à aider les infopreneurs à scaler leur chiffre d'affaires. Ok. Plein de choses, j'espère que je t'ai pas embrouillé, j'espère que j'ai pas embrouillé ceux qui vont regarder cette vidéo et que j'étais clair. Non, ça va, ouais, ça va, c'était clair. Mais du coup, ça m'amène à me poser une question. Par quoi tu as commencé quand tu as quitté ton taf? Alors, quand j'ai quitté mon taf, j'ai commencé par le e-commerce, par le dropshipping, qui est pour moi l'un des business aujourd'hui qui est extrêmement puissant. Alors, on va pas se mentir, c'est un business très très puissant et qui, je pense, est très formateur. Sans le dropshipping au départ, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait par la suite. Impossible. Le dropshipping, c'est la formation de base
c'est moi le peu de personnes, enfin toutes les personnes que j'ai connues qui a commencé par le dropshipping, aujourd'hui ils s'en sortent. Même s'il a continué ou il est passé par autre chose, il s'en sort. Pourquoi? Parce que quand tu fais du dropshipping, tu deviens un couteau suisse. Tu apprends à créer des sites, tu apprends le marketing, tu apprends la gestion avec les fournisseurs, tu apprends la logistique, le SAV. Tu dois maîtriser des outils sur Internet pour pouvoir justement faire tout ça. Et en plus de ça, la plupart du temps, tu es solopreneur. Tu es tout seul devant ton écran à devoir gérer tout ça. Au pire des cas, tu prends des prestataires. Mais clairement, tu deviens une machine de guerre. Surtout quand tu le fais avec l'envie d'avoir des résultats. Pas quand tu le fais en te disant, c'est un truc pour devenir riche facilement, etc. Quand tu le fais en disant, ah, en fait, c'est un métier, ça. En fait, tu as de l'argent à faire. Vas-y, je vais me concentrer, je vais bien le faire. Eh ben, tu es forcé de développer des compétences qui, quoi qu'il arrive, quand tu t'arrêtes, tu te dis, oh, mais en fait, je suis un monstre. Tiens, en fait, concrètement, par rapport à d'autres personnes qui sont des spécialistes dans chacun de ces domaines, mais en fait, j'ai appris à maîtriser les tout et pouvoir en faire quelque chose, tu vois. Et les gens, ils réalisent pas à quel point c'est puissant. Donc vraiment, les dropshipping, c'est ce qui m'a, moi, lancé. C'est ce qui m'a permis de faire tout le reste. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, j'ai encore un nez dedans, un pied dedans, parce que je me dis, c'est trop, trop, trop puissant. C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire que le dropshipping ou l'e-commerce, c'est la porte d'entrée principale au monde du business en ligne. Fort. C'est-à-dire que je vois même des Yumi Denzel ou quoi que ce soit qui vont dire que en gros c'est par là qu'il faut commencer pour pouvoir ensuite déboucher sur d'autres business ou quoi que ce soit dans le monde du business en ligne. Bah, moi, j'ai envie de dire que décomplexifier un peu la chose et pas être dans un discours de vendeur. On va parler, comme j'aime dire, on parle en ça. En réalité, le dropshipping, c'est le truc le plus connu des gens qui ne connaissent pas le business en ligne. Quand ils disent je me lance en ligne, dans leur tête, ils disent dropshipping directement. Eh ben, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que les compétences et les connaissances que tu vas devoir maîtriser pour faire du dropshipping, elles vont t'aider dans tout le reste et elles vont te permettre de comprendre tout le reste. Donc moi, personnellement, pour quelqu'un de déterminé, je lui conseillerais à 100% de se lancer dans le dropshipping au départ. Mais pour les autres qui veulent gagner de l'argent facile, oubliez le dropshipping. C'est tellement difficile, entre guillemets, que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, clairement, parce que ça nécessite un travail monstre pour pouvoir avoir des résultats. Mais c'est un truc où, par exemple, pour les gens comme moi, tu me dis ça, je suis content. Pourquoi? Parce que le travail, ça me fait pas peur. Au contraire, ça met une barrière à l'entrée. Et un truc où on me dit, la seule chose qui est entre toi et tes résultats, c'est le travail. Moi, chez moi, je dis, bismillah. Ah ouais. C'est pas le facteur argent, c'est pas le facteur ci, c'est pas le facteur ça. Les trucs bloquants pour les gens qui sont déterminés, ça peut être quoi? Facteur argent, facteur connaissance, etc. Et je dis, moi, je suis déter, mais je connais pas, j'ai pas les moyens, faut temps, faut nanani, faut nanana. Mais un truc, on te dit, toi, t'es déter, la seule limite qui est entre toi et ton premier million, c'est juste le travail. Juste, vas-y, fonce. Un mec déterminé va dire, go. Tu vois. Et moi, c'est cette mentale-là que j'ai, donc c'est pour ça que je dis, j'ai une anecdote, puisque t'aimes ça, qui est quand je me suis lancé dans les business en ligne, moi, à la base, déjà, ça, je pense que je l'ai jamais dit, d'ailleurs, c'est que moi, quand je me suis lancé dans les business en ligne, à la base, j'avais pour projet, j'étais employé à la SNCF, j'en avais marre, je voulais reprendre ma vie d'avant, un peu débrouillard, etc. Et j'avais monté un business plan où je voulais créer une agence de location de véhicules et location de vêtements. C'est un concept que j'avais créé où j'allais prendre un local, mettre les véhicules devant, comme un showroom, et à l'intérieur, mettre des vêtements de luxe, d'accord? Et l'objectif, c'est que tu viens, tu peux louer ta voiture, tu peux louer ta chemise, tes Prada, tes Nanani, pour faire ton truc, ou ton mariage, ou un truc comme ça. Parce que j'avais analysé, j'avais vu que beaucoup de personnes, quand il y a un mariage, ils louent une voiture, certes, mais ils vont à Louis Vuitton, je sais pas où, pour acheter des habits qu'ils vont plus jamais reporter. Et donc, quand j'ai créé ce truc-là, je me suis dit, j'ai envie, je veux le développer, j'ai fait un business plan, etc. Je suis parti voir mon cousin, qui est en lien avec des groupes d'investisseurs, et je leur ai dit, je leur ai présenté le projet, tout simplement. Ils ont kiffé le projet, tu vois, et ils ont dit, on est prêt à investir. Ils m'ont donné 2 conditions. Ils m'ont donné la première condition, c'est que les véhicules, on les achète. Ça veut dire que eux, ils voulaient acheter, comme ça, ils ont une garantie s'il y a un problème. La deuxième condition, c'est que j'apporte 10% de la valeur du projet. Si je suis pas en capacité d'apporter 10%, ils ont dit, tu seras pas en capacité de gérer autant d'argent quand tu les auras dans les mains.
Et c'était un budget, il voulait acheter les véhicules. Donc, tu imagines bien que le budget, il était élevé. Je crois que c'était 1 million quelque chose, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, comment je fais ramener cet argent-là? Et de là, je dis, bah, il faut que je ramène du cash rapidement. Et donc, je suis tombé sur le dropshipping, qui me disait, tu vas gagner de l'argent rapidement là. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans le dropshipping, parce que je me suis dit, c'est un moyen rapide de pouvoir gagner de l'argent. Alors, Donc, en gros, il te fallait 100 000, du coup. en gros, c'était une somme, quelque chose un peu plus, je crois. Je me rappelle plus de la somme exacte, tu vois. C'était en 2019, ouais. 2019, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais gagner de l'argent. Ça a l'air d'être le moyen pour gagner de l'argent. Et comment je suis tombé dessus? J'avais analysé plusieurs business et je suis tombé sur une vidéo d'un Kari qui disait, vous voulez avoir des résultats dans les business en ligne, dans le dropshipping, arrêtez de réécouter les gourous. Ça sert à rien. La meilleure stratégie, c'est de faire et de refaire jusqu'à que tu aies des résultats. Et elle dit, tout le reste là, oublie-le. C'est à force de faire et refaire jusqu'à des résultats. La seule limite qui est entre toi et tes résultats, c'est ta capacité à faire et refaire. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, bam, j'ai dit, c'est bon, c'est un truc pour moi. Parce que c'est la seule chose que j'avais à ce moment-là. La détermination. Il n'y avait pas forcément de moyens. J'étais pas plus smart. J'avais 30 balais. J'avais déjà des enfants. Tu sais, il faut apprendre à appeler un chat et avoir les yeux en face des trucs. Par contre, je savais que j'étais déter. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un truc pour moi. Et ça m'a pas trompé parce que, Dieu merci, j'ai eu très vite des résultats. Tu sais que dans le business en ligne, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui cherchent à complexifier la chose. Et on passe par beaucoup d'étapes avant d'atteindre des résultats ou quoi que ce soit. Et souvent, au fur et à mesure qu'on passe par ces étapes, on se rend compte que, en fait, il faut juste faire les choses qu'on a appris au début, mais les faire bien, vraiment bien les faire. Et du coup, moi, ça m'amène à une question par rapport à tout ça, parce que, en fait, tu es en train de dire que le fruit de ton succès, ça a été la résiliation, le fait de pouvoir être résilient dans ce que tu fais, de pouvoir le continuer à le faire, continuer et refaire jusqu'à ce que ça marche. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impression que il fallait que tu reprogrammes quelque chose dans ton cerveau pour... Ouais. Tous les 6 mois, tous les 6 mois, je pense que moi, j'ai un truc où je dis, il faut que je reprogramme. Après, c'est beaucoup dans ma manière de faire, et de réfléchir. Mais en fait, moi, j'ai eu la chance que j'ai eue. Et ça, moi, j'appelle ça de la chance. Ben, après, tout le monde y met les mots et la vision de la chance. Pour moi, la chance, c'est quelque chose que tu arrives à provoquer, etc. en fonction... pour moi, je vais rappeler la chance par l'opportunité, potentiellement, tu vois. Mais pour ce cas-là, j'ai eu la chance, c'est que j'ai eu des résultats très tôt. C'est-à-dire que quand moi, je dis, j'arrive pas à avoir des résultats assez bizarres, je comprends pas, que j'ai parlé avec des personnes qui ont reprogrammé mon cerveau, ils m'ont dit, en fait, faut que je sois dos au mur. Et donc, quand j'ai dit, je vais démissionner de mon taf pour avoir des résultats, là, je me suis transformé en machine de guerre parce que je savais que j'avais des responsabilités que j'allais devoir assumer. Et du coup, pour te faire vraiment un raccourci, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle. Quand tu fais une demande de rupture conventionnelle, tu as 3 mois avant que ça soit acté. Tu puisses plus aller au travail. OK? Pendant ces 3 mois-là, j'ai réalisé la dinguerie. Et là, je me suis transformé en mode, OK, là, il faut avoir des résultats. Donc, j'ai charbonné comme un fou pour avoir une vraie stratégie, comprendre ce que je fais, pourquoi j'avais pas de résultats avant, apprendre, comprendre, mettre mes stratégies en place. Et au 3e mois, le mois où ça s'arrête, j'arrête de travailler. Et dans ce mois-ci, je lance et je casse tout. C'est-à-dire que je fais, je crois, aux alentours d'un peu moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires. En dropshipping, c'est du chiffre d'affaires. Hein. Mais ça reste près de 3 années de salaire. Tu vois, brut. Je sais pas. C'est-à-dire que pendant les 3 mois, t'apprends, tu construis, etc. Et tu lances à la fin des 3 mois. C'est ça. J'ai tenté des trucs, fait du testing pendant ce moment-là pour finir la stratégie, comprendre ce que je fais et je balance. À l'époque, c'était le placement d'influenceurs. Ma stratégie, c'était tout simplement de regarder ce qui se fait sur les marchés qui cartonnent tout, UK, France, State, prendre un shop qui fonctionne bien, le dupliquer dans un marché où il n'y a personne. Personne. Et donc, du coup, stratégie, comprendre, trouver les différents produits, analyser mon avatar client, le comprendre, son besoin, trouver un marché où je vais trouver des besoins aussi forts, dupliquer mon site dans la langue, préparer les stratégies, recherche d'influenceurs,
envoie des produits, signature des contrats, envoie des scripts, tout ça. Pendant les 3 mois, je me forme à ça et je le peaufine. Mais pendant ces mois-ci, je fais du testing quand même. Je fais 2-3 placements qui me disent, ah ouais, là, ça fonctionne, là, ça fonctionne pas. Tu vois? Et donc, le mois qui est le mois de novembre, c'est le mois de Black Friday aussi. Donc, il y a un peu de triche. Mais là, ça part fort, tu vois. Et j'étais en Pologne, ça part fort. Et donc, si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des résultats tôt. Et quand tu as des résultats, ça, en fait, il y a une bascule qui te fait dans ton cerveau pour dire déjà, c'est possible. Possible. Ok, tu sais ce que tu as fait pour avoir des résultats, tu sais ce qu'il faut faire pour avoir des résultats, tu vois. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas de résultats avant 1 an, 2 ans. Et pendant ces 1 an, 2 ans, la seule chose qui fait qu'ils continuent, c'est la détermination et la discipline. Est-ce que moi, j'aurais tenu 1 an, 2 ans? Personne ne le saura jamais. Parce que j'ai eu des résultats tôt. Et donc, moi, j'appelle ça une chance. Parce que je connais des gens qui n'ont pas eu de résultats avant 1 an, 2 ans. Et c'est 2 ans qu'ils ont fait leur premier euro. Mais quand ils ont fait leur premier euro, ils ont très vite fait leur premier million, ça se trouve, tu vois. Mais c'est 1 an, 2 ans, ils sont respectables pour moi, tu vois, parce que je les ai pas connus. Et donc, pour ça que tout à l'heure, je te disais, moi, j'ai une chance, c'est que j'ai connu très vite un résultat et j'ai vu ce qui m'a permis d'avoir des résultats. Donc maintenant, je connais le process pour level up. À chaque fois que j'ai besoin de level up et que je stagne de quelque part, je sais que j'ai besoin de me reprogrammer comme je l'ai fait la toute première fois et je le fais et généralement, ça porte ses fruits, tu vois. Moi, je sais que j'ai un temps où il faut que je me reprogramme, que je comprenne, que je commence à penser comme la personne que je veux devenir. Je sais que là, par exemple, je te disais dernièrement, j'avais besoin de passer de solopreneur à entrepreneur. Ok, il faut que tu arrêtes de penser comme un solopreneur. Si tu n'y arrives pas là tout de suite, c'est parce que tu continues à penser comme un solopreneur. Tu continues à croire que tu es la personne la mieux placée pour faire telle et telle et telle tâche. Tu vois? Donc tu dis non, comment les réels entrepreneurs qui délèguent, qui passent la majorité de leur temps à prendre des décisions plutôt qu'à faire, réfléchissent? Ah frère, faut que tu te reprogrammes. Ok. Et là, je me reprogramme, ça prend le temps. Il le faut, ça passe des fois par un temps où j'ai besoin d'être au calme, je passe beaucoup de temps seul, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de livres et je vois là où sont mes failles, tu vois. Je parle avec des gens qui l'ont déjà fait, qui sont au stade que je veux aller, je vois où sont mes failles et je prends le temps pour me reprogrammer pour venir avec ok, j'ai besoin de me faire aider. Donc, à des points où j'ai besoin de me faire aider, tu vois. Raconte-moi le moment où tu t'es dit, ok, maintenant, je veux vivre de ce que je sais. Je veux dire que je commence à vendre mon savoir. C'est ça, exactement. C'est NFT. La période des NFT sont arrivés. Moi, j'étais full e-commerce, dropshipping à l'époque. Et les NFT, ils arrivent. Et moi, la peur de rater le Bitcoin et la crypto, encore une fois, le truc qui a rendu des gens riches et que j'ai laissé passer de côté, je me dis, c'est fini. Dès qu'il y a un nouveau plan, un nouveau bail, je veux être dessus, je veux le comprendre et je veux apprendre à faire de l'argent. Du coup, j'ai commencé à faire de l'argent avec les NFT. Et les gens autour de moi me demandaient comment je faisais. Et j'avais une facilité à retransmettre quelque chose qui était, on va dire, difficile, facilement pour des débutants. Et au fur et à mesure que je l'ai fait, les gens me disaient, frère, pourquoi tu ferais pas des ventes de formation? Pourquoi tu ferais pas ci? Pourquoi tu ferais pas ça? Et donc, de là, je me dis, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? En réalité, ça reste un moyen de gagner beaucoup d'argent avec des grosses marges de bénéfices, etc. Donc, pourquoi pas? Et donc, j'ai lancé ma première formation avec la vente de formation sur comment faire de l'argent en faisant de l'achat-revente de NFT. De là, j'ai commencé à créer une communauté. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, et quand les NFT ont commencé à chuter et que la hype autour des NFT commençait à descendre, il fallait que je me renouvelle. Et donc, dans mon envie de me renouveler, j'ai dit, écoute, je ne vais pas me contenir à me dire que t'es prof ou coach en NFT, alors que tu es un entrepreneur. Au fur et à mesure, tu vas commencer à continuer à apprendre, à lancer des trucs, etc. Va continuer à transmettre cette information et ce savoir. Dans tout ce parcours, dans l'infoprenariat, dans la vente de savoir, au final, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Oui et non. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, tu repartages les choses que toi, tu as déjà fait et dans lesquelles tu as déjà eu des résultats. Okay? Et tu ne te mets jamais dans une posture de vendeur de rêve ou mentir pour pouvoir vendre. C'est-à-dire commencer à dire, à vendre du rêve, à dire aux autres ce que toi, tu n'as jamais fait. Vends que des choses sur lesquelles tu as un minimum de connaissances ou de compétences pour ne jamais avoir ce syndrome de l'imposteur. Donc, même quand je vendais des choses qui étaient sur des sujets dans lesquels je n'étais pas réellement expert, je faisais en sorte
d'amener la chose vers un truc que je sais que j'ai fait, dans lequel j'ai eu des résultats. Comme ça, je te vends une formation, admettons, sur, si j'ai une bêtise, sur le setting. Tu vois. Je vais pas te vendre comment devenir un bon setter de tous les temps, parce que je n'ai jamais été un setter de tous les temps. Par contre, j'ai fait énormément de setting pour les différents business et je sais ce qui m'a rapporté des résultats et ce qui m'en a pas rapporté. Donc, je vais te vendre la stratégie que j'ai mis en place, tu vois, pour éviter de me perdre. Par contre, là où j'ai commencé à avoir le syndrome de l'imposteur, et c'est ce qui m'a fait basculer sur le système d'agence, c'est tout simplement commencer à devenir ce que j'aimais pas. Quand tu commences à avoir une communauté, à commencer à publier sur les réseaux, à vendre des formations, ça devient vite un cycle, un cercle, que moi j'appelle vicieux, qui tu publies pour faire plus d'argent, tu fais plus de formations pour faire plus d'argent, tu veux que les gens payent plus pour faire plus d'argent, etc. Et tu commences à rentrer dans un cycle, tu vois, qui est pour moi néfaste. Pour moi, je reste par exemple un entrepreneur qui aime mon argent, je le fais dans l'ombre. Ce que je fais dans la vente de formation, etc., c'est le résultat de ce que je fais dans l'ombre, et pas l'inverse. Mais petit à petit, tu commences à un peu trop aller dans la lumière. Et ton argent dépend de ce que tu fais dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu commences à te dire, ah ben attends, là, je commence à devenir comme les gens que j'aime pas. Comme les gens qui font des trucs que je valide pas. Petit à petit, tu vois. Et là, il m'a fallu faire une pause, je dirais, ah, vas-y, stop un peu tout ça. Continue de faire ce que toi t'aimes faire, développe des agents, développe des trucs qui te ressemblent plus et tu reviendras après quand réellement tu t'apporteras réellement de la valeur supplémentaire sur ce que tu fais dans l'ombre pour garder le bon 80-20, tu vois. Et donc là, j'ai eu l'impression de passer d'être un truc, syndrome de l'imposteur, mais pas l'imposteur dans le sens où je vends des trucs que je maîtrise pas, mais plus je suis en train de faire quelque chose qui me ressemble pas là. C'est pas moi, toi. Réveille-toi, tu vois. Toi, t'es pas comme ça. Mais tu sais que je me pose une question, et c'est vraiment une question que je me pose par rapport à toi. C'est que tu es beaucoup connu par rapport à l'e-commerce, mais tu as réussi à vendre des formations sur les NFT, sur le setting closing. Et tu vois, maintenant, on va tout le temps nous dire ouais, faut que tu sois niché un maximum, etc. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à vendre tant des formations sur les NFT que sur le setting closing, que sur l'e-commerce? Selon toi, c'est quoi la sauce en fait? Qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir être plus bon sur ces verticales-là? Moi, personnellement, je te dirais que c'est quelque chose de néfaste. C'est-à-dire que je ne conseillerais pas à d'autres de le faire. Moi, j'aurais vendu beaucoup plus de formations si j'avais décidé de me nicher et de dire, moi, je suis spécialiste dans ça, je ne vends que ça. J'aurais fait beaucoup plus de formations, tu vois. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire que moi, je suis un entrepreneur. Tous les jours, je développe, je crée des systèmes, j'aime les mettre en place, j'aime comprendre et j'aime. Et donc, j'ai voulu, si tu veux, retirer tout de suite cette casquette-là. Et c'est avec l'arrivée des NFT que j'ai tout de suite dit, moi, faut me retirer cette casquette-là. C'est quand les NFT, ils ont commencé à chuter et que j'ai commencé à parler un peu d'autres choses. Et quand on commence à me dire, oh, lui, c'est le monteur des NFT, maintenant tu veux faire ci, maintenant tu veux faire ça, parce que les NFT. Alors que moi, si tu savais d'où je venais avant d'arriver sur les NFT, tu comprendrais, tu vois. Et donc, tout de suite, je me suis dit, non, il faut que je retire cette casquette-là je suis un truc parce que je ne le suis pas. C'est pas vrai, tu vois. J'aime développer, j'aime créer des systèmes dans les business dans lesquels je me lance. Et donc, comment est-ce que moi j'ai fait pour le faire? Eh ben, je ne saurais pas te dire comment. Vu que c'est mon tempérament, c'est ma manière de fonctionner, eh ben, j'arrive facilement à le faire et à me renouveler, etc., etc. Mais je ne le conseille pas parce que je sais que moi-même, je me bride en le faisant. Parce que quelqu'un qui est connu pour une seule expertise, qui la développe, qui la construit avec le temps, fera toujours plus d'argent. Donc moi, si je ne le fais pas, c'est à défaut de gagner plus d'argent, je le sais, mais je peux pas me contenter sur un truc et de faire semblant que moi je continue ici, ça, là, alors que moi je suis en train de développer d'autres choses en parallèle qui ne sont plus du tout de cet ordre-là, tu vois. Et aujourd'hui, très honnêtement, tu as mentionné avoir des agences, et enfin une agence de scaling et une académie. Concrètement, c'est avec quoi que tu fais le plus d'argent? Là, concrètement, ça va être difficile de te le dire. Pourquoi? Parce que les deux sont très liés. Les deux sont très liés. Pourquoi? Tu vas comprendre. C'est parce que avec l'agence que j'ai créée, qui vise à pouvoir aider et accompagner des entrepreneurs à pouvoir scaler leur business, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des systèmes, ok, pour les plugger à l'infopreneur et pour pouvoir prendre un pourcentage sur les ventes qu'il va faire grâce au système qu'on a mis en place.
Mais cette agence-là, elle est toute récente. En soi, c'est un moment où je te disais, j'ai commencé à passer de solopreneur à entrepreneur, qui il y a quelques mois que j'ai lancé. Et pour pouvoir lancer cette agence-là et pour pouvoir montrer à quel point on pouvait être puissant et les choses qu'on pouvait mettre en place, eh ben, on a créé l'écosystème de l'agence, on l'a plugué sur notre académie, ok, pour pouvoir montrer aux autres infopreneurs ce qu'on peut potentiellement faire rapidement pour eux, ok. Et donc aujourd'hui, vu qu'on vient de lancer cette agence-là, l'argent qu'on fait avec l'agence est lié avec l'académie. Pourquoi? Parce qu'on a allé voir des infopreneurs, on a dit, bah, écoute, nous, voici ce qu'on est en train de mettre en place. Regarde, t'inquiète pas, on va le mettre en place pour nous et on va te le plugger pour toi. Est-ce que c'est bon pour toi? T'as rien à faire, regarde juste comment on va faire. Et là, je dis, ah ouais, ok, tac, tac, voilà, ça se passe comme ça. Ils voient les chiffres, ils voient ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et eux, ça leur apporte des clients, pour le coup, dans lequel ils n'ont rien à faire. Et pour ça, on prend un pourcentage. Et vu que c'est le lancement, eh ben, les deux sont liés pour l'instant en attendant qu'on ait bien stabilisé, scaler ça et qu'on puisse passer sur d'autres clients. Mais si on doit faire un ratio aujourd'hui, même de cette manière-là, l'argent qu'on gagne avec l'agence va être plus élevé que l'argent qu'on va faire avec l'académie. Ah ouais? Ouais. Ok. Et c'est où qu'il y a le plus de marge? Avec l'agence. C'est pour ça que forcément, c'est là où il y aura le plus d'argent. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on fonctionne? Mettons, quand tu vends des formations, Big Man, tu vends des formations et nous, on va créer tout un système pour pouvoir t'amener des clients qualifiés vers ta formation ou ton accompagnement à étiquette. Et sur ton accompagnement ou ta formation, on va prendre un pourcentage, qui peut aller de 40 à 60% en fonction du coût d'acquisition du lead. Sauf que nous, sur la vente d'accompagnement, nous, on n'a aucun travail à faire. Une fois qu'on a délivré le client, on prend notre pourcentage. C'est toi qui t'occupes de ton travail par la suite. Donc là, on peut dire que une fois que nous, on a fait le nécessaire pour que nos clients, à nous arrivent gratuitement, voire avec un peu de bénéfice, et tout ce qui arrive par la suite, c'est que du bénéfice en soi. Parce que nous, on a fait en sorte que nos clients nous reviennent gratuits ou bien déjà avec une marge de bénéfice à notre arrivée, avant de l'envoyer chez toi. Donc, le système que nous, on met en place, c'est pour t'emmener des clients qualifiés, d'accord, au moindre coût. Ou il t'arrive à 0 €, ou il t'arrive déjà où tu as pris une petite marge de bénéfice. Ok. Et donc ça, c'est ton système actuel, que ce soit pour tes propres formations ou pour ton agence, du coup. C'est ça. Ok, c'est intéressant. Ça reprend un système que j'ai entendu parler là aux États-Unis. Ils appellent ça le système de la cafétéria. Enfin, du café. En gros, c'est-à-dire que quand tu vas dans un café, tu peux prendre le café de 3 façons. Soit tu vas prendre ton café à emporter, soit tu vas prendre ton petit espresso, ou alors tu vas prendre les graines de café. En fonction de ce que tu veux. Et dans un business, ce système-là, il y a vraiment en question pourquoi est-ce que tu veux faire uniquement du done for you, c'est-à-dire on fait pour toi, etc., ou de l'agence. Pourquoi est-ce que tu veux faire uniquement du done for you, du done with you, c'est-à-dire qu'on t'accompagne, etc. Ou alors pourquoi est-ce que tu veux faire uniquement du fait pour toi? Ouais, j'ai compris. Et en fait, c'est-à-dire que tu as un business, mais tu peux avoir 3 manières de le délivrer. C'est-à-dire soit en accompagnement, et là tu peux faire des accompagnements one-on-one, one-to-many, etc. Ou alors tu peux faire de la formation, en fait du e-learning, et tu peux tout simplement le faire pour les autres. Et en fonction de ce que veut la personne, du coup tu laisses moins d'argent sur la table. J'avais jamais vu les choses comme ça. Il y a 3 manières de délivrer quelque chose. Et je pense que nous, inconsciemment, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, tu vois. Inconsciemment, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et pour que ça soit clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, parce que c'est vrai que quand on dit les choses, toi, tu me comprends, on est dans le même truc, mais les autres ne vont potentiellement pas comprendre. Ils vont dire, eux, c'est des menteurs. Comment ils font pour avoir des leads? Tu vois?
Aujourd'hui, par exemple, la stratégie qu'on va mettre en place, qu'on voit beaucoup faire avec les offres à 47 euros, tout le monde en parle, etc. Et ben, ça, par exemple, c'est un système qui nous permet d'avoir des clients gratuitement. Ok. Pourquoi? Parce que on va délivrer un produit d'une très bonne qualité à un produit très bas pour que un maximum de personnes s'y intéressent. Mais ce produit-là va faire office de filtre. Pourquoi? Parce qu'une fois que les gens vont prendre ce produit-là, eh ben, il y a ceux qui vont dire, ah, moi, je croyais que c'était de l'argent facile, je laisse tomber. Toutes ces personnes qui, quoi qu'il arrive, n'auraient pas été qualifiées en temps normal. Et toutes les autres personnes qui vont dire, waouh, toute la valeur que tu as donnée pour 47 euros. Moi, je cherchais quelqu'un qui était réellement crédible, qui savait réellement ce qu'il disait. J'avais peur de me faire arnaquer. Là, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin pour aller plus loin, mais je vais te bloquer là, là, là. J'ai besoin d'un accompagnement. Et donc, ce produit-là, qu'on va mettre de manière low ticket, on va donner énormément de valeur, essayer d'être le plus qualitatif possible, on va faire un filtre qui va, premièrement, faire rentrer de l'argent. Deuxièmement, va extraire toutes les personnes qui étaient des mauvais leads et des mauvais prospects. Aujourd'hui, la plupart des infopreneurs, ils ont un problème. C'est qu'ils vont faire des pubs, les amener sur des opt-in, des appels avec des closers. Des leads, ils vont pas être qualifiés. Ils vont même pas se présenter à l'appel. Ils vont les fatiguer pour beaucoup. Ils vont épuiser les closers. Et à la fin, ils vont avoir des problèmes à la fin du mois avec des closers qui sont obligés de renouveler tous les mois. Et eux, ils gravitent entre les 8 et 15 000 euros par mois, ne peuvent pas aller plus loin. Et ça, c'est pour les meilleurs, entre guillemets, tu vois. Et ça, je l'ai vu énormément, tu vois. Je l'ai vu énormément. Pourquoi? Parce que sur certaines formations, même moi, eh ben, je voyais que je bloquais sur certaines formations et pas d'autres. Et je me demandais pourquoi, tu vois. Et j'ai réalisé que la promesse que tu faisais, ta capacité à pouvoir clairement savoir quel était ton avatar client, son besoin, et donc adapter la promesse, il était pour beaucoup. Et ensuite, j'ai également remarqué qu'en fonction du business dans lequel tu te lances, eh ben, tu vas avoir des clients qui sont plus ou moins éduqués à, au business en lui-même, mais également à la crainte de l'arnaque. Aussi ça à prendre en considération, l'éducation à la crainte de l'arnaque. Aujourd'hui, quand on dit dropshipping, influx voleur, nanani, nanana, ça amène énormément de personnes qui ont l'arnaque facile et une vision du business, tu vois, et l'envie également de se lancer. Donc, en fonction du business, il faut prendre ces choses-là en considération et adapter ton offre en fonction de cela. Et ça, quand je l'ai compris, j'ai vu la différence qu'il y avait en certaines formations et d'autres, et c'est parce qu'il y avait cette méconnaissance de l'avatar client, de ses craintes et de ses besoins. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai mis en place une stratégie de low ticket qui fonctionne très bien, qui est tout simplement de comprendre quel est le besoin, les craintes de ton avatar client, de lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser à un prix tellement bas qu'il se dit qu'il a rien à perdre. Mais tu sais que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens à mettre un point d'exclamation. Mais en plus, on en parlait la dernière fois. Mais plus j'avance, plus je me rends compte à quel point l'avatar client, c'est la toute première chose que j'ai appris quand je me suis lancé dans le marketing, que j'ai voulu apprendre le marketing, mais que c'est la chose la plus importante. C'est le point central. Plus tu connais ton avatar client, plus tu vas pouvoir, au final, leur répondre à ses besoins. Tout le reste, c'est de la technique, etc. Tu peux même en recruter des gens, etc. Si toi, tu connais ton avatar client, tu sais comment tu vas vouloir l'amener d'un point A, il te connaît pas, au point B, il a besoin de toi et il est prêt à passer à l'action au final. De ouf, franchement, de ouf. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est pour ça qu'une offre, généralement, peut dire qu'il faut 6 mois avant d'avoir une offre qui tourne bien. Pourquoi? Parce que en réalité, pendant ces 6 mois, qu'est-ce que tu vas apprendre sur ton avatar client? Si tu l'as compris, l'importance de l'avatar client. Toi, tu pars avec une base de ton avatar client. Mais ce que tu dois faire, c'est que pendant que toi, tu lances, récupérer un maximum de data, ce qui dit, les problèmes qu'il dit avoir, pourquoi ci, pourquoi ça. Plus tu en apprends sur ton avatar client, plus tu peux améliorer et optimiser ton offre, tu vois. Et donc, moi, je dis toujours qu'une offre, réellement, pour qu'elle soit bien prête, etc., 3 à 6 mois, tu vois, facile, en fonction d'où tu pars, tu vois, en fonction d'où tu pars. Et moi, j'aimerais rentrer mettre un peu les mains dans le cambouis, dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est chiffres, dans tout ce qui est données. Tu vois, il y en a qui appellent ça tunnel de vente, d'autres qui appellent ça système d'acquisition. Mais en soi, l'utilité, ça reste la même. C'est-à-dire attirer des prospects, puis les transformer en clients.
Toi, comment est-ce que tu fais ça aujourd'hui concrètement en termes de psychologie et en termes de pratique? En termes de psychologie, en termes de pratique, je comprends pas la question. C'est-à-dire que la psychologie que tu vas chercher dans ton tunnel de vente, dans ton système d'acquisition, c'est laquelle? Qui est-ce que tu vas viser? Et comment est-ce que tu vas les amener à je te connais pas, on connaît pas qui c'est Mohamed, à ah ouais, Mohamed, j'ai envie que tu m'accompagnes. Connaissance de mon avatar client. Tu vois, connaissance de mon avatar client. Est-ce qu'on doit prendre des exemples pour que ça soit plus fluide, plus simple? Ouais, dans l'idée, ce serait bien que tu me dises comment toi tu fais par rapport à ouais, Oui, car après, dans la ton pratique. système. Connaissance de mon avatar client, d'accord? Quel est son objectif? Quelles sont ses attentes, ses besoins? Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas réussi à l'atteindre jusqu'à maintenant? Ok. Et quels sont ses freins? Une fois que j'ai connaissance de ça, ça va être simple, si tu veux, de créer un tunnel pour pouvoir le faire passer de prospect à client. Le tunnel que moi, je vais majoritairement utiliser aujourd'hui, c'est, comme on l'appelle, c'est quoi? C'est VSL? hein? Comment? Tunnel VSL? Ouais, tunnel VSL phone. En gros, si tu vas passer par une VSL, tu vas faire un tunnel qui amène vers un appel, Ah. vers un closer. OK? Ça, c'est la stratégie de base que moi, j'aime utiliser, dans lesquelles j'ai fait des variantes dernièrement où maintenant, euh, je le fais, mais avec un produit low ticket. Hmm. Filtre. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est que je vais apprendre concrètement qui est mon avatar client, ses besoins, etc. Je vais regarder ce qui se fait sur le marché en termes d'offres high ticket. OK? Et je vais regarder comment réussir à avoir la même offre que le mec high ticket en low ticket. Mhm. Parce que je sais que c'est son attente, c'est ce qu'il veut, c'est l'atteinte de résultats qu'il veut, c'est ce que les autres proposent actuellement. Et moi, je vais tenter de le faire en low ticket et je vais essayer de l'amener d'une manière où j'amène un maximum de qualité dans ce que je vais pouvoir produire en low ticket. Assez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les gens se disent, ça a l'air bizarre en soi, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Faut que les Ok. gens se disent, j'ai rien à perdre. Et une fois que ils sont rentrés, il faut leur délivrer assez de valeur pour qu'ils se disent, ah ouais, c'est avec lui que j'ai envie d'aller plus loin. Hmm. Ah ouais, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et donc, c'est la stratégie que maintenant on utilise pour pouvoir le faire. C'est ce que tu fais avec l'e-commerce actuellement. Actuellement, c'est ce que je fais avec les sites à 47 € exactement. 47 €. Tu sais que ça, c'est une punchline qui marque, hein. Je vais délivrer ton site à 47 €. Ouais, tu vois, quand c'était une belle preuve de l'écosystème qu'on est en capacité de mettre en place avec PayPlus Hmm. et des résultats qu'on peut avoir pour cela. Et ça a été une vitrine qui n'a pas, je veux dire, il n'a pas fallu, il n'a pas fallu un mois pour que j'ai déjà des clients qui viennent, qui me disent, ah, en fait, est-ce que ce serait possible que tu m'aides à mettre en place ça pour moi? Est-ce que ce serait possible que si, comment est-ce que tu as fait, etc., etc. Et Hmm. comme vitrine, ça a été l'objectif de départ était de le faire comme vitrine, et ça a été une réussite plus. Parce que j'ai été obligé de dire, bah, en fait, je prends pas de clients pour l'instant. Hmm. Parce que j'en ai eu trop de demandes, et que clairement, vu que l'offre que j'ai lancée, elle est en train de cartonner plus que ce que je croyais, ben, je me suis dit, attends, on va la scaler, on va la développer au maximum avant de pouvoir le dupliquer et de basculer sur d'autres offres. Mais du coup, quand tu arrives à mettre en place une stratégie comme celle-ci, tu amènes autant de visibilité sur toi, forcément, ça crée de la demande. Et ça, je le dirais et je le dis à tout le monde. Tu veux trouver des clients, montre-leur que ce que tu fais réussit. C'est la meilleure manière de pouvoir avoir des clients. Ok, tu dis que tu peux, nanani, montre-nous que tu l'as déjà fait. Tu vois? Et il n'y a rien de mieux pour montrer que tu l'as déjà fait que d'être toi-même en train de le faire. Et ça, ça paraît bête, hein, tu vois. Mais Antoine Blanco, Hmm. il a été une belle preuve de ça. Il a mis une tarte à tout le monde parce qu'il est venu avec, et je vous montre comment vendre des formations et des coachings. Regardez tout l'argent que je fais en vendant des formations et des coachings. Et les gens viennent acheter sa formation et son coaching parce que lui, il montre qu'il fait beaucoup d'argent avec la formation et le coaching. Et la meilleure manière de dire tu peux me faire confiance, c'est regarde tout l'argent que je fais. Et donc, et donc, toi, tu vas me donner encore plus d'argent pour montrer que je fais encore plus d'argent. Et ça, c'est un cercle, tu vois. Et ça, il a été une belle preuve. D'où un mec qui vient et dit, regarde, j'ai fait
Building Public, j'ai fait 321 000 euros le mois dernier en vendant des formations de coaching. Clique ici pour acheter ma formation en coaching. Normalement, ça doit faire un coup dans la tête de con. Mais en fait, ça fait tout l'inverse, tu vois. Tu veux plus de clients, montre que ce que tu fais, ça fonctionne et tu verras que tes clients, ils vont venir toquer à ta porte, tu vois. C'est une dinguerie. Et je pense que ça amène tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'infoprenariat, qui n'ont pas forcément enfin, qui pensent, à une base de connaissances qu'ils peuvent avoir dans un domaine, dans une expertise ou quoi que ce soit. Et du coup, qui veulent chercher à trouver cette social proof, cette preuve sociale, et rentrer dans ce cercle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à figure out au début. Mais dans tous les cas, ça, c'est des sujets que j'aimerais traiter avant. Avant ça, j'aimerais revenir sur ton sujet, enfin sur ton système d'acquisition. Euh, Offre à 47 euros. Quand on n'est pas familier avec des tunnels de vente, on peut se dire que, mais comment est-ce que tu es rentable au final? Parce que du coup, tu passes par des ads, c'est ça? Ouais. Et en gros, comment est-ce que ça se répercute sur le chiffre à la fin? Comment est-ce que tu fais pour être rentable avec quelque chose, avec une offre à 47 euros au final, pour faire un site e-commerce, etc. Bah, pour des gens qui sont pas familiers avec un tunnel de vente, quand tu rentres dans un tunnel, tu es censé être mort. Ah bah, l'objectif d'un tunnel, puis t'as pas, c'est que tu es rentré, ok, là, tu es censé être foutu. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme sur un site internet, pour ceux qui ont fait beaucoup de dropshipping, quelqu'un il est venu, il a eu c'est un panier abandonné, il est censé être mort. Et il a commencé à mettre ses informations, mais il n'a pas finalisé l'achat. T'inquiète pas, t'es foutu, tu vois. On est censé être en capacité de pouvoir te ramener. Et ben pareil, dans un tunnel de vente, ça veut dire que la première étape, c'est juste, ben là, tu rentres, tu comprends tu t'as payé, t'as mis ta carte. Maintenant, tu rentres dans le tunnel où, voilà, on va te proposer des offres supplémentaires, des upsells, des options. On va regarder quels sont tes besoins, on va trouver de quoi tu as besoin et te faire plein d'offres et de propositions qui vont nous permettre d'avoir un panier moyen qui va être beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est la première étape, d'accord? Et ensuite, l'étape d'après, c'est que toutes ces personnes-là sont envoyées vers du high ticket. Et moi, aujourd'hui, admettons, tu as payé 47 euros. Tu t'es mangé potentiellement des upsells, etc. Tu as augmenté ton panier peut-être à 100, 120 euros. OK? Pour que moi, je sois break-even, c'est-à-dire que je ne perds rien, je ne gagne rien, il faudrait que un coût par achat me revienne à 120 euros, Hmm. logiquement. Si tu as un panier moyen de 120 euros, moi, actuellement, il est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc, là vient la première partie des marges de bénéfices. Pour le faire, il faut avoir un produit low ticket très, très qualitatif. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah ouais, mais en fait, non, il faut que tu aies un produit low ticket très, très qualitatif. Et ça coûte très cher de pouvoir mettre un process très qualitatif à bas prix. Une fois que ça, tu l'as fait, donc déjà, tu as un client qui t'est revenu à 0 € ou avec une petite marge de bénéfice. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'envoyer vers du high ticket. Sachant que un seul client en high ticket qui t'a pris un accompagnement à 3 000 euros, admettons, combien de low ticket il a remboursé? Donc les marges vont être beaucoup plus élevées. Ok. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle un tunnel, une self-liquidating offer. En gros, c'est une offre qui se liquide elle-même. Et dans l'idée, ce que toi tu fais, c'est que tu vas investir de l'argent en ads. Mhm. Avec cet argent que tu investis là, tu vas proposer une offre. Du coup, l'offre à 47 euros. Tu vas avoir un coût par achat. Du coup, c'est-à-dire en fonction de l'argent que tu vas investir, chaque tant d'euros, tu vas acquérir un client. Mais pour que ça puisse être rentable, il faut que, enfin même pour que tu puisses être simplement break-even, comme tu disais, il faut que ça puisse être au-delà de 47 euros ou d'un certain prix. Et si on rentre vraiment dans les chiffres, toi, ton coût par achat, il est de combien? Ça va dépendre des plateformes, tu vois, des plateformes de pub, tu vois. Mm. Mais en soi, si je regarde les chiffres, je crois que j'ai une moyenne de 45 euros, 45 € par coup par achat. 45 euros par coût par achat?
J'espère que ta vidéo, elle sera publiée bien longtemps quand j'aurai fini cette. Mais comme t'es le frérot et on est sans filtre, approximativement 45 € par l'achat. Dans le sens où il va y avoir des plateformes de pub où je vais être à 52, d'autres où je vais être à 43, 44. Et vu que je suis vraiment multicanal, derrière, on peut dire que je suis entre 45 et 45, 48. Et donc, 45-48, c'est-à-dire que là, tu as une offre, tu fais 2 euros ici. Et là, la plupart des gens qui connaissent pas les systèmes d'acquisition vont se dire, ouais, mais je fais que 2 euros. Mais magnifique. Moi, mon objectif quand je lance un tunnel comme celui-ci, c'est d'avoir des clients gratuits. Mm. Ça veut dire que quelqu'un qui fait aujourd'hui, qui fait des ads, qui l'amène dans un tunnel, le mec, il met son numéro, il appelle le closer. Le closer l'appelle. Il a gagné combien? Le coût par lead. D'accord, il a un coût par lead. Après, il a un coût par prospect qualifié. Ok. Moi, ce prospect qualifié, il me revient à 0 €. Il y a une différence entre lui et moi. Moi, mon objectif, c'est de mettre une stratégie où j'ai des prospects qualifiés qui me reviennent à 0 €. Donc, moi, j'ai mis en place tout ça. Certes, ça nécessite du travail, etc. Mais c'est un big filtre qui me permet d'avoir que des prospects qualifiés. Et ces prospects qualifiés, c'est quoi? Parce qu'on va remettre le truc des prospects qualifiés. Moi, si je le veux, je peux dire des prospects qualifiés plus. Pourquoi? Parce que c'est des clients qui connaissent leurs besoins, qui ont déjà sorti leur carte bleue et qui sont déjà satisfaits de quelque chose pour laquelle ils ont déjà acheté. C'est-à-dire que eux, quand ils viennent, il n'y a plus le doute, il n'y a plus la truc. La seule question qu'on se demande, c'est est-ce que tu as les moyens, tu n'as pas les moyens. Là, moi, quand j'ai qualifié, c'est tu as l'argent, tu n'as pas l'argent pour pouvoir investir dans le high ticket. Mais il n'y a personne qui arrive dans un de mes appels qui ne sait pas pourquoi il est là dans l'appel ou qui dit, moi, non, en fait, c'est parce que je voulais. C'est ouais, c'est ce que je veux, c'est combien, mince, je sais pas. Tu vois, c'est ou t'as pas, ou t'as, tu vois. Et donc là, ça change complètement la donne. C'est vrai qu'il y a déjà un biais d'engagement. C'est vraiment des systèmes d'acquisition qui sont intéressants, ça, les SLO au final. Mais du coup, moi, ça m'amène à une autre question. C'est par rapport, parce que toi, tu as quand même une certaine base d'abonnés sur les réseaux sociaux. On parle de plus de 100 000 abonnés. Par rapport à ça, tu, comment est-ce que tu vois les deux canaux d'acquisition? C'est quoi pour toi le canal d'acquisition? Enfin, c'est quoi les rôles, en fait, de ces deux canaux d'acquisition? Que ce soit les ads ou l'organique. Est-ce qu'on parle pour moi ou si je parle pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui quand je parle à un client ou quoi que ce soit? Comment tu vois les choses? Moi, je suis un peu différent. Moi, je suis un peu différent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, l'organique, c'est 2 à 3 fois plus puissant, allez, 4 fois plus puissant que les pubs. Ok. Maintenant, les deux cumulés, c'est une fusion inégalable. C'est vraiment très, très, très puissant. Pourquoi? Parce que l'ADS va te permettre d'amener des personnes à froid qui vont potentiellement apprendre à te connaître à travers cette ads-là, regarder ton contenu organique, puis ensuite revenir acheter quand tu reverras une autre de tes ads ou bien grâce à l'organique. Et donc, l'ADS ramène ramène du trafic froid, l'organique le convertit, entre guillemets, tu vois, le fidélise, en fait sauter les craintes, etc. Et derrière, permet de pouvoir convertir. Donc, les deux, pour moi, sont, je vais dire, indispensables, à moins d'avoir une très, très grosse puissance de frappe en ads. Quand tu dis puissance de frappe, on parle de quoi? On parle d'argent investi en ads ou en termes de compétences, d'argent investi en ads. Si tu as beaucoup d'argent investi en ads, mais tu n'as pas de compétences, tu vas cramer ton budget, mon gars. Tu vas le cramer comme tu n'as jamais rien cramé jusqu'à aujourd'hui. Tu vas pire que Las Vegas. Tu vas y cramer. Donc, c'est les deux cumulés, tu vois. Il faut être très, très solide en ads pour l'infoprenariat. En tout cas, pour dire, moi, je balance que des ads sans truc. Maintenant, moi, pour qu'il s'agisse de moi, j'ai beaucoup de followers, j'ai une communauté, etc., etc. Mais comme je t'ai dit, pendant un moment, je voulais me dégager un peu de ce truc de je vends, là. Et donc, quand je suis revenu là, montrer justement que j'étais une puissance de frappe et que je pouvais vous aider à avoir cette puissance de frappe, eh ben, je voulais venir en mode, hey, je viens de zéro. Moi, je balance qu'en pub. Je n'ai pas de communauté, rien du tout. Je balance qu'en pub et je vous montre comment je vais faire les choses. Donc, je suis vraiment venu en mode pub pur, pas d'organique, etc., etc.
Maintenant, faut savoir dire les choses, faut pas mentir, etc. J'ai triché. Pourquoi? Parce que je fais des pubs en partant de mon compte à moi. Ce qui fait que quand les gens voient les pubs, ils cliquent sur le profil et ils voient qu'un mec, il est déjà solide, il a déjà une communauté, il a déjà ci, il a déjà ça. Tu vois? Ça aurait été différent peut-être si je serais parti d'un autre compte. Mais, là, c'est à rentrer dans la justification, je me justifie pas. C'est clair, parce que ça peut aider à faire comprendre pourquoi un entrepreneur prend des décisions à d'autres. Mais si je l'ai fait, c'est pas pour tricher en mode vas-y, je vais faire ça parce que j'ai déjà du contenu, pas via l'organique. Mais c'est parce que c'est toujours plus simple de vendre quand tu vends. Les gens ils préfèrent acheter quelqu'un plutôt que quelque chose, qu'une société ou un truc comme ça. Donc, pour pouvoir vendre, il est préférable que tu vendes en tant que Mohamed K que je vende en tant que mon académie. C'est pour ça que j'ai utilisé mon compte. Les chiffres auraient été similaires si j'avais un compte qui partait de zéro. Mais dans tous les cas, tu fais de l'ads multicanal. C'est-à-dire qu'il y a des canaux où il n'y a pas ton compte au final. Exactement. Ok. Ouais. Donc en gros, si je comprends bien, l'organique, ça permet de solidifier, de construire la confiance, etc. Mais les ads, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher et à les convertir dans un second temps. Et donc, du coup, moi, je me pose une question. En termes de chiffres sur tes ads, tu vas avoir un coût par achat de 45 à peu près, 45 euros. T'investis combien en ads par mois? Là, faudrait que je sorte une calculatrice, tu vois. Mais, on est aux alentours entre... ça va dépendre, tu vois. Des fois, je suis en mode... je scale. Après, petit à petit, je dis, ah, j'ai trop scalé ces trucs. Je redescends. Mais je suis entre 1000 et 2000 euros par jour. Je te laisse faire le calcul. Hein. Ok. Et donc, au final, sur ça, t'arrives à amener un certain nombre de personnes sur cette page-là. Sur cette page-ci, est-ce que tu connais ton chiffre en termes de taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs, non, le nombre de personnes qui prennent l'offre à 47 euros sur le nombre de personnes qui vont derrière ça visiter la page? Bien sûr, je le connais. Ça va dépendre encore une fois de l'acquisition de trafic d'où elle vient. Et une acquisition de trafic qui vient de Facebook, pour moi, elle va toujours être plus qualifiée que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a mon compte Instagram, etc. Mais ça va être de 1 à 2%. De 1 à 2%, tu vois. Intéressant. Ok. Et du coup, je pense que tu as dû tester plusieurs types de tunnels de vente par rapport à tous les business que tu as pu lancer ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un tunnel de vente en particulier, un système d'acquisition en particulier que tu trouves surpuissant? Et pourquoi est-ce que tu le trouves surpuissant? On parle de stratégie, on parle de quoi? Dis-moi, on parle de quoi? Il y a quelque chose que je trouve surpuissant, que j'ai vu, que je trouve surpuissant. Je sais pas si je peux le dire ici, mais c'est très, très, très puissant. Et j'invite beaucoup de gens à regarder. C'est... Frère, ça, je sais pas. En soi, tu parles d'une stratégie très puissante aujourd'hui qui, pour moi, où les gens devraient regarder, surtout pour les gens qui ont des clients francophones, tu vois. Oui. C'est les potentiels aides que l'État donne aux gens qui souhaitent se lancer, aux entrepreneurs. Tu vois. Il faut savoir que l'État donne énormément d'aides et facilite énormément les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à travers des aides, des aides qui s'appellent FISPL et d'autres, d'accord, qui aident. Et aujourd'hui, juste en créant ton centre de formation, d'accord, eh ben, tu vas avoir la possibilité de créer un tunnel que peu de personnes utilisent, ne connaissent, mais qui peut être très puissant, qu'on utilise pour de la vente en direct, pour pouvoir vendre des formations avec des aides, qui pour moi est extrêmement puissant, extrêmement puissant, et vraiment sous-coté, mais qui permettrait à vraiment des personnes de créer vraiment de la richesse. C'est tout simplement de comprendre quel est son avatar client, faire une VSL, d'accord, les amener vers un appel de closing, et cet appel de closing-là est plus un conseiller qui va nous montrer comment pouvoir utiliser les aides qu'il a à disposition pour pouvoir acheter votre service. Ok? En mettant
un closer conseiller un peu administratif qui va pouvoir, premièrement, valider si le profil est adapté. Deuxièmement, l'aider à accomplir cette mission administrative et prendre un pourcentage sur la vente qui va être faite derrière. Et ben, vous pouvez créer une réelle usine à gaz à cash. Concrètement. Maintenant, ce tunnel-là, il va demander du temps à mettre en place. Il demande une présence en France, d'une gestion, une envie d'être localisé en France, d'avoir des trucs, etc. Moi, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai arrêté, ce tunnel-là. Bien qu'il rapporte énormément de cash, c'est parce que expatrié aux Émirats, je n'ai plus rien à avoir à faire en France. J'ai pas envie qu'il y ait tu sais, le système français, il peut être complexe, tu vois. Et donc, pour éviter ça, je préfère m'asseoir sur cet argent et travailler sur d'autres business qui, pour moi, sont plus adaptés avec mon mode de vie aujourd'hui. Mais celui-ci, clairement, il est extrêmement puissant. Je pense que si... Et moi, en tout cas, il m'a permis de faire de belles choses, tu vois. Et c'est très, très sous-coté. Très, très, très sous-coté. Très sous-coté. Donc, je vous invite à regarder, vous renseigner sur ce que je dis. Faut savoir qu'il y a un entrepreneur, par exemple, quand il se lance tous les ans, il a le droit à tant de budget de formation. C'est-à-dire, c'est un budget qu'il peut dépenser et le rembourser automatiquement dans son compte. Ça va dépendre de son code, mais ça peut aller jusqu'à 1500 €. Donc, moi, aujourd'hui, je te dis, écoute, Kika, tu veux te lancer dans le copywriting. Ok, moi, je peux te faire une formation sous tant de temps. Ça va coûter tant. Et pour ça, tu vas l'avoir totalement gratuitement. Ah ouais, comment ça se passe? Écoute, je vais t'aider, je vais t'accompagner dans toutes les démarches, ça va prendre temps. T'as juste à faire ça, ça va être remboursé dans ton compte, etc. Si toi, tu as bien ciblé ton avatar client, tu as bien fait ton tunnel, t'imagines pas le nombre d'appels qualifiés que tu peux avoir par jour. T'imagines pas. Et en réalité, ça devient insane. Je peux te citer des infopreneurs qui ont fait des, j'ai pas envie de dire de mensonges, potentiellement, ils ont fait les 8 chiffres annuels grâce à ce que je te dis. Juste ce tunnel. Qu'ils ont perfectionné, adapté, optimisé, skillé. L'acquisition, elle se fait via les ads aussi? Ads. Ouais, les ads, c'est le game. Hein. Ads. Est-ce qu'il y a un type d'ads qui fonctionne vraiment bien à chaque fois ou en ce moment pour toi? Interaction avec de l'humain où c'est fait comme s'il y avait une interaction en extérieur, dehors ou avec quelqu'un qui donne un peu l'aspect d'une conversation normale, tu vois, mais qui derrière amène vers un appel à l'action. Ça c'est en gros les micro-trottoir, ça cartonne, tu vois, ça cartonne parce que tu regardes, tu dis qu'est-ce qui va se passer, etc. Et bon, après, il t'envoie avec un appel à l'action. Et sinon, je dirais toujours la même chose, hein. La connaissance de son avatar client, ensuite tu suis la trame méthode AIDA et tu tartines. Faut tester beaucoup de créatives pour voir celle qui performe le mieux. Et quoi qu'il arrive, il faut alimenter l'algorithme, il faut lancer régulièrement des nouvelles créatives et bien gérer ses KPI. C'est quoi ton process de testing et de scaling pour une pub rentable? J'ai pas envie, je vais pas te fatiguer là, parce que si je commence à te l'expliquer, on va prendre du temps. Et je pense que là, ça fait déjà un bon moment, mais ce que je fais, c'est que je prends la méthode AIDA, d'accord? Et pour ceux qui connaissent pas la méthode AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action, call to action, ok? Ça veut dire que moi, ce que je vais faire, c'est que attention, le premier, attention, c'est le hook, ok? Et ben, ce que je veux faire, c'est que je vais rédiger un script mais pour l'attention, le hook, je vais en rédiger 3. Le I, je vais en rédiger 3. Le D, je vais en rédiger 3. Le A derrière le call to action, je vais en rédiger 3. Ça veut dire que le hook, c'est attention, je bois mon café. Deuxième, je vais réfléchir à attention, je renverse mon café. Attention, c'est un thé. 3 fois pour regarder les trucs. Pareil pour chaque. Et que lors du tournage, en fait, je les fais les 3. Je fais les 3, je fais le premier, je coupe. Ensuite, je fais les 3, je coupe, je fais le truc, je coupe. Et ce qui fait que pour un seul spot, ok, eh ben, je vais prendre le 1 du A, le 2 du I, le 3 du truc. Pour une seule vidéo, en fait, j'ai au moins 12 variantes. J'ai 12 variantes. Et donc, mon monteur, je lui dis, tu me le mets.
il me le met dans les 12 variantes. Et pareil pour les 2-3 autres pubs que j'ai fait aujourd'hui. En réalité, j'ai tourné 3 pubs aujourd'hui, mais tu fais 3 fois 12. J'ai un tas de créa. Et ensuite, moi, je mets et je balance et j'analyse les datas pour voir c'était lesquels qui performaient le mieux. Et tu trouves toujours des éléments communs entre ceux qui performent le mieux. Et ces éléments communs, c'est ceux que tu réutilises pour tes prochaines pubs. Et donc, tu optimises à chaque fois à tes pubs de cette manière-là. C'est archi smart. Et en gros, quand tu vas écrire hook et tout le reste de ton copy ads, est-ce que tu vas écrire en gros tous les hooks d'un coup ou tu vas d'abord écrire une première version, une deuxième version et une troisième version? Le A, je l'écris 3 fois. Je Mm. prends, ok, je fais 3 hooks. Ensuite, le U, si c'est ton intérêt, boum, j'en fais 3. D, pareil. Et call to action, généralement, j'en fais qu'un seul. Et en gros, tu as délégué énormément de choses dans ton business. C'est quoi la chose sur laquelle toi tu veux vraiment garder la main? Parce que tu sens que c'est là où tu vas pouvoir apporter le plus de zones de génie, le plus de compétences et que voilà, tu sais que tu es indétrônable sur cette compétence. Pour moi, ça va être l'acquisition client, premièrement. Le marketing, tout ce qui va graviter autour du marketing et la création de process. C'est-à-dire que moi, je vais avoir la vision. Je suis un entrepreneur au sens propre, vraiment, qui est mon job à moi, c'est de trouver des solutions. Et des problèmes, mon job, c'est de trouver des solutions, créer des systèmes pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc moi, c'est dans tout ça que je reste et sur le quoi j'y passe la majeure partie de mon temps. Et ensuite, tout ce qui va être acquisition client, etc., ben, ça reste mon domaine. Par exemple, là, pour l'offre que je fais, pour le truc, c'est moi qui fais c'est moi qui suis visible, c'est moi qui fais le marketing. Donc, c'est moi qui m'occupe de tout ça, tu vois. Création des scripts, idées de tournage, les studios, les montages, les tout. C'est moi qui m'occupe pas le montage vidéo, mais j'ai monté pour que mon monteur puisse faire le taf. C'est moi. Ensuite, le média buyer, c'est moi aussi. Ok. Beaucoup arrivant à un certain chiffre. La plupart, ils délèguent, ils prennent des média buyers. Hein. Mm. Moi, c'est moi qui m'occupe de toutes mes ads tout seul. Ok, Moi qui ça m'occupe c'est pas commun ça. Donc tu as un process pour les ads. Les LP, c'est pas toi qui les fais? C'est pas toi qui les écris? C'est moi. Mais maintenant, je délègue. Mes dernières LP, c'était moi. Même à Ouais. partir de maintenant, j'ai pris quelqu'un pour déléguer ça. Mais aujourd'hui, on est devenus des amis intimes de ChatGPT. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un temps pour former en ChatGPT, me créer mes GPTs, parle comme moi, réfléchit comme moi, connaît tout mon background, etc. Et donc, je peux prendre quelqu'un pour le faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un peu différent. Je suis un peu hybride parce que j'ai fait beaucoup de choses. En fait, Mm. j'ai fait beaucoup de choses au cours de ces années-là. C'est ma manière toujours de vouloir apprendre. Par exemple, j'ai fait beaucoup de marketing, copywriting. Je me suis beaucoup formé à ça. Tu vois? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand je délègue, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, moi. Mm. Quelqu'un qui délègue, il délègue facilement parce qu'il dit, vas-y, toi, tu vas t'occuper de ça. En tous les cas, je connais pas. Donc, fais-le. Moi, je connais. Mm. Créer des landing pages, du copywriting, tout ça, je l'ai fait. Copywriting, envoyer des mails, j'ai ou des newsletters, un mail par jour pendant les 6 mois, je l'ai fait. Faire de la création de contenu, je l'ai fait. Faire des formations, tourner, je l'ai fait. Toutes ces choses-là, vendre des produits, je l'ai fait. Occuper de la logistique, encore une fois, je l'ai fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire Mm. que le côté graphisme, un Canva, un truc, je le fais. Photoshop, je le fais. Ce qui fait que je vais avoir du mal à déléguer parce que j'ai l'impression que ça sera jamais aussi bien fait que si je le faisais tout seul. Et c'est pour Mm. ça que je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as posé la question quelle est ma plus grosse victoire. Je te dis, ah, c'est largement ça. Parce que maintenant que j'arrive à le faire, waouh, je me sens soulagé, tu vois. Je me sens Mm. soulagé de fou. J'aimerais poser une question. Je pense que ça va vraiment intéresser pas mal des gens qui vont regarder. Euh, Si tu devais recommencer de zéro, c'est-à-dire on parle de zéro en termes d'argent et en termes d'audience, ce serait quoi pour toi la première étape pour atteindre rapidement tes premiers 10 000 euros par mois, par exemple, Mais avec mes connaissances, avec tes connaissances? franchement, je me mettrais en middleman. Ouais, de loin. Je me mettrais en middleman, c'est-à-dire que je ferais le principe un peu de l'affiliation Mm. où je chercherais un moyen, quelqu'un qui vend un service de qualité, des gens qui ont besoin de ce service de qualité, je serai à la recherche de ça, et je me mettrai un moyen pour trouver un moyen de faire la passerelle et d'être payé à la commission, tu vois. Je me concentrerai que sur ça, et donc tout le temps que je passerai, c'est sur comment trouver un maximum de personnes et les attirer
pour pouvoir acheter la chose que je veux avec le peu de moyens que j'ai. Et du coup, ça serait de la recherche de stratégie, potentiellement du contenu organique sur TikTok, l'utilisation de l'IA, ce genre de choses, ou vraiment en mode débrouillard sur, OK, lui, il a besoin, lui, il vend, comment est-ce que je fais toi pour te ramener ici? Tu vois? Et je me concentrerai que sur ça. Et ça, concrètement, euh, même si je partais zéro en termes de connaissances, Mm. si tu me laisses la même mentalité du en fait, pour avoir des résultats, en fait, t'as qu'à faire. En fait, c'est pas compliqué, t'as qu'à faire. T'as juste à me laisser cette partie-là de mes connaissances Mm. pour que je sois sûr de pouvoir, d'ici les 6 prochains mois, arriver à un certain step, ou en tout cas, j'arrive à vivre de mon business. Si on parle vraiment de... c'est-à-dire que là, tu veux lancer un business d'info. Parce que du coup, là, tu parles d'affiliation, c'est ça? Là, je parle d'un film pour tout. Ça peut être pour du vente de produits, ça peut être pour de l'infoprenariat, Mm. ça peut être pour de l'IMO. Ça Mm. peut être pour Fait que moi, c'est pas mal ça. Ouais. Mais si tu voulais lancer un business de formation, Ok. ok, et que tu repars de zéro, Mhm. là, actuellement, comment est-ce que tu ferais pour arriver rapidement au 10 000? Pour arriver rapidement au 10 000, tout simplement, je commencerai par correctement analyser mon avatar client. Mm. Ok. Oui. Et, la base. On parle j'ai un domaine d'expertise que je veux vendre si je veux faire de la Mm. formation. D'accord. Ok. J'analyse clairement mon avatar client, je cible une sous-niche de ma zone de génie, entre guillemets. Admettons, moi, je suis très bon dans le foot et je sais qu'il y a un besoin sur les gens qui souhaitent devenir bons dans le foot. OK. Potentiellement, les gens qui veulent percer dans le foot, qui n'ont actuellement pas d'agent. J'ai une bêtise. Je veux sous-nicher réellement qui je veux viser, analyser mon avatar client et ensuite je vais commencer à créer du contenu sur le réseau spécialement ciblé pour cet avatar client. Mm. Création de Reels. Les Reels, c'est hyper puissant, que ce soit sur TikTok ou Instagram. C'est une capacité de pouvoir toucher des nouvelles personnes tous les jours sans avoir à payer. Personne ne réalise la puissance de cet algorithme-là. En fait, avant, pour pouvoir faire ça, on est obligé de payer des pubs. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, les Reels et vieux TikTok, c'est des pubs gratuites. Avant, quand on publiait sur Instagram, c'était pour notre audience. Mm. Quand TikTok sont arrivés avec cet algorithme un peu porté sur la viralité, où le plus grand pourcentage des personnes qui voient ta vidéo sont des gens qui ne sont pas tes abonnés plutôt que tes abonnés, sont venus avec une dinguerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as juste besoin de ta caméra, ok, pour pouvoir attirer et trouver des nouvelles personnes tous les jours. C'est juste ta capacité, ta discipline à publier tous les jours. Mm. Bon là, si on reprend l'exemple, eh ben, j'aurais publié tous les jours du contenu qui va parler à mon avatar client. Une fois que je l'aurais publié du contenu, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais créé du contenu et des ressources gratuites à lui offrir pour créer de la confiance. Mm. Ok. Pour pouvoir avoir ces ressources gratuites, je vais mettre un tunnel, les gens vont devoir s'inscrire, je vais récupérer leurs data et je vais prendre beaucoup de temps pour les appeler, pour voir leurs besoins, leurs objectifs, etc. Prendre des notes pour améliorer ma connaissance de mon avatar client et préparer une pré-offre que je vais pouvoir présenter à tout simplement mes clients. Et ça, c'est même avant même de vendre quoi que ce soit. Avant même de vendre quoi que ce soit, je veux bien comprendre mon avatar client, je veux les avoir au téléphone, je veux comprendre quel est leur besoin et je veux créer une pré-offre. Pour voir d'abord si elles vendent. Avant de créer une offre, je crée toujours une offre, une pré-offre. Avant même que j'ai créé le produit, je regarde ce qui a l'air pertinent. Je dis tout simplement aux premières personnes qui arrivent, que pour l'instant, je vous l'offre gratuitement, à seule condition que si vous avez des résultats, vous me faites des témoignages. Aussi simple que ça. Donc moi, j'entraîne mon offre sur eux. Tout simplement, je veux m'entraîner mon offre. Je suis débutant, je ne connais pas. Je vous ai appelé, j'ai vu ce qu'on a besoin, je veux créer l'offre, d'accord? Et je veux m'entraîner sur vous. Vous n'avez pas payé, mais derrière, donnez-moi de la force. Ce qui fait que quand j'ai validé mon offre, je peux te la présenter avec un prix et des témoignages de personnes qui disent qu'ils ont eu les résultats. Donc tout à l'heure, tu disais pour ceux qui sont des débutants, ont le problème de trucs, passez par ces étapes-là. Prenez le temps qu'il faut. Vous en avez besoin, de toute façon, vous venez de vous lancer, vous voulez vendre quelque chose, vous n'avez jamais vous-même truc. Non, prenez le temps qu'il faut pour apprendre votre avatar client et avoir des résultats avec des clients à qui vous l'avez offert gratuitement. Ça, c'est vraiment la stratégie numéro 1. Vraiment la stratégie numéro 1 quand tu commences. Penser au client, en fait. C'est se mettre à la place du client. Et en soi, je pense que personne ici
ne se dirait acheter quelque chose qui est censé changer ta vie d'une personne qui n'a pas de résultat ou qui ça n'a pas de sens. Forcément, faut aller les chercher. Et la meilleure façon d'aller les chercher, c'est de le proposer gratuitement, demander des témoignages quand une fois que les gens ont reçu des résultats, et à partir de là, utiliser ces témoignages-là pour montrer, attester de la crédibilité et de l'efficacité de l'offre. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris une chose avec les témoignages. C'est qu'ils disent, il faut des témoignages, et je vais aller trouver des gens qui vont me faire des témoignages. OK? Mais ils n'ont pas compris que la réelle plus-value de ces personnes-là qui ont laissé des témoignages, c'est ce que toi, t'en as appris d'eux. Si toi, t'es pas passé par cette étape-là, t'es parti juste payer les commentaires, eh ben, toi-même, tu t'es coupé le bras. Tu vois, t'es coupé l'herbe sous le pied parce que t'as pas pu connaître encore un peu mieux ton avatar client. T'as pas pu optimiser et améliorer la formation. Vendre une formation en coaching, les gens ne réalisent pas que ça nécessite une pédagogie, une compréhension du besoin. Moi, j'ai déjà créé des formations. Je l'ai dû les retourner 3 fois la même formation. Pourquoi? Parce que je l'ai tourné la première fois. J'ai pas réalisé que mon avatar client, c'était trop complexe ce que j'étais en train de dire. Ils n'étaient pas arrivés à là. Il fallait que je simplifie les bases. Tu vois? Ensuite, quand je leur ai donné, j'ai réalisé que c'est pas ce qu'ils attendaient. Parce que ce qu'ils attendaient, c'était des résultats. Ah ouais, bah en fait, ok. Et du coup, maintenant, la formation, c'est étape par étape où je le fais en même temps que toi et tu le fais en même temps et on fait un suivi. Là, ok, là, ça me parle. Là, ta formation, elle est correcte. Toi, t'as pas connu ça. T'as pas testé avec des personnes. Tu leur as envoyé du truc brut. Ils ont dit, ah, ça, j'ai compris, ça, j'ai pas compris. Pourquoi t'as pas compris? On améliore, on optimise. À la fin, on a un produit fini. Toi, tu fais une formation où t'as sorti d'un chapeau. T'as mis ta caméra, t'as tourné. Tu l'as mis en boîte. Pouf, pouf, pouf. T'as payé un mec sur Fiverr pour qu'il te mette des commentaires, des faux témoignages. T'es venu, tiens, vers ma formation, on en a mis garantie, si c'est pas 21 jours. Arrête, tu t'étonnes que tu ne jures pas, que les gens se plaignent et que t'es obligé de supprimer tous les commentaires et tu mets une publication. Ouais, c'est trop. Tu vois? Mais tu sais que, dernièrement, je me prête à l'exercice, parce que tu vois, moi, j'ai pas mal aidé, du coup, les infopreneurs. Et là, du coup, je suis en train de construire mon propre programme, etc. Et en plus, j'en parle dans un dernier contenu, là. Mais en gros, la capacité, le fait de créer quelque chose, pas pour donner de la connaissance, mais pour apporter des résultats le plus rapidement possible à la personne, comment c'est un exercice compliqué. Tu creuses la tête. T'as bien différencié la chose, pas pour donner des connaissances, mais pour aider quelqu'un à avoir des résultats. Une formation, c'est pas pour donner des connaissances, c'est pour aider quelqu'un à avoir des résultats. C'est deux choses totalement différentes. En fait, tu vas avoir connaissance comme ça, mais genre la personne, elle s'en fout, genre elle a pas besoin de toutes les connaissances, elle a besoin juste du nectar qui va lui permettre d'atteindre les résultats le plus rapidement possible. Et si la personne a les résultats rapidement, elle va aussi avoir une feedback loop, c'est-à-dire elle va donner un témoignage rapidement, elle va en parler aussi rapidement à d'autres personnes. Et là, en fait, tu crées vraiment un système où les gens ils vont se dire « Ah ouais, mais il est trop fort, lui. » ou « Elle est trop forte. » Et genre, vraiment rentrer ça dans sa tête et se dire « Ok, je suis pas là pour partager toutes mes connaissances, mais pour faire apporter des résultats le plus rapidement possible. Comment est-ce que je peux faire ça ?» C'est un exercice que j'aime trop. Là, en ce moment, vraiment, je m'éclate. Mais c'est une gymnastique mentale. Hein. C'est une gymnastique, c'est difficile. Et moi, ça m'avait marqué à l'époque où, quand tu ne connais pas, justement, eh ben, ça t'est déjà arrivé surtout, j'en suis sûr et certain. Tu as pris une formation dans un domaine de quelqu'un, regardez, mais il est éclaté, mais je le bouffe. Oh. Je le bouffe. Mais il est vrai que ça, elle n'a pas parlé de ça. Avant, je croyais que c'est parce que j'étais plus fort que lui. C'est avec le temps et l'exercice, j'ai réalisé que j'étais à des années-lumière du gars, en fait. C'est qu'en fait, le gars, il sait de quoi est-ce qu'il faut parler, de quoi il n'est pas nécessaire de parler et comment te faire pour te faire aller d'un point A à un point B. Va t'asseoir, boire un café comme on le fait ici ensemble, tu verras que ça se trouve, le mec, il boit totalement. Reste à ta place, tu vois. Et tu, simplement, quand tu es débutant, tu crois que t'as la somme de tes connaissances fait. En fait, c'est pas comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai beaucoup plus de respect pour des formations hyper simples. Amène d'un point A à un point B. Et c'est là où tu dis, en fait, le mec, il est bon. Le mec, il est très bon. Tu sais, moi, vraiment, il y a un truc. En ce moment, même ça m'a fait avoir beaucoup de pensées par rapport à ça. Mais tu vois, les gens qui mettent, plus de tant d'heures de formation.
je me dis, mais en fait, je crois qu'ils ont pas compris le jeu, en fait. Parce que le but, c'est pas de surcharger les gens d'heures de formation, non, c'est qu'est-ce qu'il y a pour eux, en fait. Et à quel point est-ce que tu peux être le plus rapide pour eux? Genre, certes, il faut trouver la densité critique, il faut trouver le. Ok, c'est-à-dire il y a quand même. Il y a de la matière dans le programme, mais plus tu arrives à le faire rapidement, plus c'est premium, en fait. En fait, oui et non. Et ça, je te le dis en rigolant. Pourquoi? Parce que j'ai eu la même truc à un moment. Et je me suis rendu compte parce que j'étais pas assez encore truc. C'est quoi? C'est que tout dépend. Regarde une chose, le mec qui fait du chiffre, il ne faut pas de chiffre. Parce que bon, ça change toute la donne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le mec s'adapte à son avatar client. Il est possible qu'il met plus de 300 000 heures de formation, mais c'est parce que pour son avatar client, c'est ce qui résonne comme quelque chose de qualitatif. Parce qu'il y en a, ils mettent ça, ils savent pas ce qu'ils mettent. Il y en a d'autres qui le mettent, ils savent très bien ce qu'ils mettent. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'analyse quelqu'un, je regarde tout simplement est-ce qu'il fait du chiffre. Parce que j'ai réalisé avec le temps que les gens, s'ils faisaient pas du chiffre, que s'ils faisaient du chiffre, c'était rarement par hasard. C'était rarement des gens qui ont le bon truc. C'est rarement le talent qui fait que eux, ils sont meilleurs que les autres, ils font n'importe quoi et ça apporte des résultats. Non, ils ont un talent, mais certes, s'ils sont au niveau qu'ils sont, c'est qu'ils analysent leur data, prennent des décisions et mettent des choses mûrement réfléchies. C'est sûr que même le mec qui a l'air un peu foufou dans ce qu'il fait, regarde s'il fait des chiffres. S'il fait des chiffres, il y a de grandes chances que son côté folie soit très bien réfléchi, frère. Tu vois? Que t'as quelqu'un. Bah, quand je te donne, il cartonne tout, là, au State, le Renoir, là, qui va en Chine, qui fait que des saltos en arrière, là. Le speed. Speed. Son côté foufou, il peut paraître fou. Côté de lui, tu verras qui doit être trop technique, le mec. Tu vois? Trop technique. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui ont un niveau de résultat. Mm. Il y a une réflexion derrière, tu vois. Donc, je pense que c'est plus ça. Ouais, moi, de toute façon, moi, je pars du principe que si une personne a plus de résultats que toi, tais-toi et assis-toi. Assis-toi et tais-toi. Genre, écoute, t'as forcément des choses à apprendre. Et même de tout le monde, en vrai, t'as des choses à apprendre. Tout le monde, les gens qui ont moins de résultats que toi, moi, j'écoute beaucoup les gens qui ont moins de résultats. Ça me ramène un peu sur les choses que je faisais de mal avant. Et ce qui me paraît bizarre qu'il fait aujourd'hui, bah, grande chance que bah, moi j'ai arrêté de le faire et donc ça me permet de comprendre pourquoi moi j'ai avancé, tu vois. Et donc ça te permet toi-même de pouvoir mettre les mots sur certaines choses en parlant des gens qui sont trucs et également pouvoir transmettre parce que quand on transmet, on comprend beaucoup de choses. Vraiment, il y a des choses qui sont acquis pour nous à force de faire et c'est quand on tente de mettre les mots pour pouvoir l'expliquer que nous-mêmes on comprend. J'ai signé, ok, maintenant c'est acquis. Tu vois, donc c'est bien des deux côtés, j'apprends beaucoup moi, mais je préfère toujours apprendre de ceux qui ont plus de chiffres. D'autres. Selon toi, et je pense que ça va être l'une de mes dernières questions avant qu'on passe à la dernière routine que je vais installer dans ce podcast. Mais selon toi, c'est quoi les 3 compétences indispensables à acquérir immédiatement pour scaler un business de formation à 10 000, 20 000 euros par mois? Et l'essentiel, la connaissance de ton avatar client. Je pense que on connaît, mais à quel point est-ce qu'on connaît cette base? Tu vois, on dit que plus nos fondations sont solides, plus on peut construire haut. Si on connaît sans réellement connaître notre avatar client, tout ce que je vais dire par la suite n'aura pas de sens. Hein. Donc, première chose, c'est structurer l'avatar client. Deuxièmement, l'offre. L'offre super puissant. Il faut que tu puisses avoir cette offre. Tout le monde l'appelle l'offre irrésistible, que on trouverait bête de refuser, nanani, nanana. Mais en réalité, personne ne réalise à quel point ça change toute la donne. Ça change. Avoir une offre, c'est-à-dire que tu as compris ton avatar là. Hein? Tu sais lui faire une offre qu'en fait, la personne, elle se dit, mais en fait, c'est ce qu'il me faut. Tu vois? Et ça, tu peux pas le faire si tu n'as pas connu ton avatar client. Troisièmement, avoir réellement une capacité d'amener du monde. Quel est ton moyen d'acquisition? Moi, j'avais un mec que j'aimais beaucoup dans le e-commerce. À l'époque où je me butais aux vidéos pour apprendre à faire du chiffre, qui avait dit quelque chose qui m'avait changé. Il avait dit, hey, les gars, vous voulez faire du chiffre? Trouvez un moyen d'amener beaucoup de trafic sur votre site. Vous convertissez entre 1 et 4%. Tu veux vendre 10 000?
Ramène tant de personnes. Tu vas me vendre 100 000, ramène tant de personnes. C'est quoi ton moyen pour amener beaucoup de personnes dans ton tunnel? Là. Maintenant, pour amener du trafic qualifié, bien sûr. Mais une fois que tu as ton offre, tu sais qu'elle convertit bien, tu connais ton avatar client, tu sais où le trouver, utilise un levier pour ramener un maximum de personnes. Je vais te donner un exemple parce que les exemples, c'est beaucoup plus parlant. Pendant un moment, j'avais une offre pour l'académie au niveau du closing et j'ai ciblé que mon avatar client, dans les 80-20, les 20% qui rapportaient le plus de personnes, étaient des mamans. Okay, des mamans qui, tout simplement, voulaient faire une activité qu'elles pouvaient faire de la maison, passer plus de temps avec les enfants, voire arrêter d'aller au travail, etc., etc. Mais un complément, parce elles savent que leur travail à eux qu'elles font, c'est généralement un complément de ce que leurs maris font, et donc elles préféraient pouvoir le faire de la maison. Quand j'ai pu cibler ces personnes-là et que j'ai complètement vu quel était leur besoin, et quel est le moyen d'amener du monde, c'est le levier pour trouver ce genre de personnes, pouvoir en amener de masse. Et c'est là où réellement ça a fait un déclic dans ma tête où je dis, ah, voilà, maintenant j'ai compris. Et là, je vais pouvoir scaler. C'est j'ai commencé à faire des placements de produits avec des influenceuses cuisine. Pourquoi? Parce que quelle est l'audience des influenceuses qui parlent de cuisine toute la journée? La plupart du temps, c'est des mamans. Tu vois? Donc, une influenceuse qui a 100 000 abonnés, cuisine, qui parle tous les jours des trucs air fryer, que je sais plus comment on les appelle là, le truc là qui avait bien cartonné quand j'avais trouvé dans mes moteurs de recherche. T'as 100 000 potentiels clients. Elle fait une story où elle a fait 20 000 abonnés, t'as 20 000 potentielles personnes qui viennent. Moi, en faisant des pubs pour trouver 20 000 potentiels, combien est-ce qu'il aurait fallu de trucs que je dépense? En plus de ça, il n'y a pas la confiance, c'est rien du tout. Donc, quand ces influenceuses-là faisaient un placement de produit pour mes trucs, j'avais des chiffres insane. Et surtout, quand je leur ai montré le système aux influenceurs, le système que j'avais mis en place, c'est on fait le premier placement, je te paye. Parce que les influenceurs, ils ont peur de ça. Fais le premier placement, je te paye et je te montre les chiffres que tu as fait. Ensuite, au deuxième truc, on fait un pourcentage sur les ventes que je fais. Est-ce que c'est bon? Et du coup, là, les influenceurs, ils disent, OK, avec qui je peux travailler sur le long terme. OK, on fait le premier placement et OK, par la suite, je vais potentiellement pouvoir gagner ça à chaque placement, tu vois. Et donc ça, j'ai commencé à le faire et c'est là que ça a commencé à bien beaucoup marcher au niveau du closing. Mais il y a toujours un mais ou après au niveau du closing, les choses n'allaient pas comme je le voulais par rapport à ce que je mettais en place. Et c'est là pour laquelle je l'avais arrêté après, tu vois. Influence marketing en formation. Ouais, ça cartonne. Bah, ça, c'est Je vais le faire, ça cartonne. très peu de gens qui utilisent ces méthodes-là. Ouais. Voilà. Bah, Ça cartonne. Qu'est-ce qu'il vous faut pour ça? C'est de la crédibilité pour que les influenceurs veulent bien travailler avec vous parce qu'ils sont très peur des influx voleurs, des ci, des nanani, des nanana. Les payer, d'accord? Ne cherchez pas à faire de l'affiliation avec eux au départ parce qu'ils vont pas vouloir. Ils ont besoin de cash tout de suite, ils ont besoin de preuves. C'est pour ça que moi, je faisais le premier, je vous paye directement. Deuxièmement, ça, il faut clairement savoir gérer des influenceurs. C'est-à-dire rédiger le script, envoi de contrat, etc., etc. Il faut pouvoir cadrer un influenceur pour pouvoir avoir un rendu qui rapporte des résultats. Si tu ne sais pas faire un script pour un influenceur, je pense que tu vas perdre ton argent. Moi, encore une fois, je le dis et je le redis, aujourd'hui, je ne suis que le fruit de toute l'addition des choses que j'ai fait grâce au dropshipping. Les influenceurs, faire un script pour un influenceur, je l'ai appris, je l'ai refait parce que j'ai fait des tonnes de placements de produits pour des produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est simple pour moi. C'est pour ça que je dis dropshipping, trop puissant. Aujourd'hui, faire des placements avec des influenceurs, tiens un script, tiens, je vais rechercher une trame pour faire un script avec un influenceur, on reprend la méthode AIDA, on positionne dans un script. La même chose. OK? Et, enfin bref. C'est ça que c'est bien. On va pas parler des milliers d'années. J'espère que ça a pu rapporter un peu de valeur, tout ce que j'ai dit, et que ça aidera un maximum de personnes de la commune. Hein. Qu'est-ce que je sais? bah, c'est ça, là, tu donnes des nuggets, hein. Des golden, hein. Ouais. Donc, comme j'ai pu te le dire, et ça va mettre une routine dans ce podcast, là, je vais te demander de laisser une question pour la prochaine personne qui va participer. Donc l'idée c'est voilà, de te poser une question que tu sais va faire cogiter la personne. Dans l'idée la question je vais pas la dévoiler je pense, mais
Non, c'est intéressant d'avoir. Je dis qu'on va mettre la question. Là, je me l'ai dit quand même, et toi, tu la couperas peut-être, alors. Je la coupe. Tac, tac, tac. Et je réfléchis, j'ai une question pour la personne. Allez, je pose une question et qui, moi, m'aurait mis les pieds dans le plat direct quand je serais arrivé. Ça aurait été potentiellement... Très bonne question. Très bonne question. Je pense qu'ils vont voir que cet extrait-là de ta question. Ouais. Ok. Et la dernière chose, ouais, tu vois, dans mes contenus, dans la personne à Brain, j'aime bien ce mot Big Man. Big Man qui est... Tu me fais sourire quand tu dis ça. Big Man, au final, ça veut dire grand monsieur hein, pour les anglophobes. C'est quoi, toi, ta définition d'un Big Man? Un big man, big man. Qu'est-ce que je dirais big man, moi? Je répondrais big man par rapport à nous, ce qu'on vit dans la société ou par rapport à nous, ce qu'on vit. Dans quel contexte tu me dirais big man? Quand je vois un mec que je respecte, que j'apprécie, je dis big man. Qu'est-ce qui me fait dire lui c'est un big man ou bien dans la globalité? Qu'est-ce qui te fait dire que quand tu te dis lui c'est un big man, lui c'est lui là, Ouais. tu vois? Pour moi, un big man, vraiment un big man, hein, c'est un mec qui part de par son travail et ce que lui a accompli à la sueur de son front, a su créer des opportunités pour ses proches. Là, pour moi, big man. Big man fort, tu vois. Quand je vois des exemples, par exemple, qu'on voit qui va parler à tout le monde, des PNL, big man fort. C'est-à-dire de toi, ton travail, tu mets en lumière des mecs de ton quartier qui arrivent à devenir des acteurs, des ci, des nanana, par la seule sueur de ton travail. Tu vois? C'est-à-dire que si tu n'avais pas fait ce travail-là sur toi, tu ne serais pas créé cette discipline, tu ne serais pas sorti de là où tu es pour devenir ce que tu es devenu, les autres n'auraient potentiellement pas pu être ce qu'ils sont devenus, tu vois. Après, ils ont leur propre destin, tu vois. Mais j'aime ce truc qui est là, il était là, il a travaillé là, et de par son travail, ça a créé des opportunités, tu vois. Ça, pour moi, big man. Donc, tu vois, big man. Et par exemple, on le voit beaucoup aujourd'hui avec, je redonne cet exemple-là, mais les rappeurs, parce que les rappeurs, de leur succès, ils arrivent à, tiens, toi, créer ta boîte de sécurité. Toi, tu vas t'occuper des showcases. Toi, tu vas t'occuper de ci, toi, tu vas t'occuper de ça. À faire un truc, mais on réalise pas, en fait, que chaque personne à qui tu ouvres une porte, t'es d'une famille. Le mec, il a peut-être des enfants, il a une femme, il a des frères, il a des sœurs. L'autre mec, il a ses casseroles. L'autre mec, il a ci, il a ça. Mais tu leur as donné une possibilité de pouvoir faire. D'exceller aussi à leur niveau, après, dans ce que tu leur as donné dans leurs mains. C'est-à-dire que tu réalises pas ce que le travail que toi, tu as accompli, ce qu'il peut faire sur des générations et des générations et des générations. Et là, quand je vois, je dis, ah là ouais, big man. On dit ça, hein, mais à tous les niveaux. Un mec comme Jordan, un mec comme Truquet, on réalise pas. Quand tu es là, tu crées une marque qui vaut des milliards. Mais pour les construire, ces pompes-là, pour les trucs, pour créer le marketing, tu sais tout le taf que tu as créé. Il a dû prendre sa sœur qui est devenue ci, qui a dû... big man, si t'étais pas passé tout ce temps à l'entraînement, si t'avais pas fait ces sacrifices, si t'avais pas dit non à la drogue, si t'avais été allé en boîte de nuit, tous ces sacrifices que tu as fait pour devenir ce que tu as eu, regarde tout ce qu'ils ont pu faire autour de toi, big man. Big man. Ce serait ça pour moi la définition d'un big man. Très deep. Et c'est pour ça qu'on travaille, tu vois, pour espérer un jour être des big man, tu vois, avec cette même vision-là. Parce que même si tu fais beaucoup d'argent, tu vois, même si tu fais beaucoup d'argent, mais t'es qu'une personne qui juste l'offre, t'as un bon cœur, hein. C'est-à-dire dans le meilleur des cas, t'as un bon cœur, mais juste offre, ta réussite, elle n'aura pas aidé grand-chose. Elle n'aura pas permis grand-chose. Elle aura permis à pouvoir devenir consommateur un peu plus élevé. Ça augmente ton niveau de consommation. Mais en soi, tu vois, ça n'a pas permis de pouvoir réaliser. Et donc là, pour moi, c'est big man, tu vois. Big man, big man, big man. Très deep, très deep. En tout cas, c'est sur cette définition qu'on va finir, qu'on va boucler. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à toi pour l'invitation. Je tiens à le dire, m'a fait plaisir ton invitation, que je refuse 80% des gens qui me demandent des interviews, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'aime pas mélanger mon image
Tu vois, aujourd'hui, ce que les gens font, ça, c'est pas vraiment dans mon mood. Je veux pas que mon image soit assimilée à d'autres personnes. De un, et de deux, je valide pas la personne. C'est-à-dire que j'ai des principes et des valeurs. Je suis un peu à l'ancienne. Je suis un mec, je me suis lancé dans les business en ligne, j'avais 30 ans. Et donc, j'ai certaines valeurs et certains principes que je n'aime pas trop mélanger, etc. Mais que tout le monde le sache, t'apprécies vraiment, toi, en tant que personne, que ce soit le frère Obi, pour la dalle et la détermination que vous avez pu montrer dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et j'aime la débrouillardise d'esprit, comme je l'ai dit. J'aurais aimé d'avoir des petits frères comme ça, tu vois, avec qui bosser, avec qui faire des choses. Et vous êtes clairement les charbonneurs et les gladiateurs qu'il faut avoir auprès de soi quand on veut lancer un business, mais autant personnellement, tu vois, autant personnellement. Donc, force à vous pour ce que vous faites. J'espère que ça va cartonner. Et j'espère pouvoir même vous réinviter dans des choses très vite. Et merci à toi pour l'invitation, Kika. C'est fort, c'est fort. Merci beaucoup.